Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Open Box TV. Nous nous sommes dit avec Alain Juillet que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre depuis quelques temps. Et peut-être vous avez loupé un certain nombre d'émissions qui pour nous étaient très intéressantes. Et nous souhaitions vous en parler plus précisément pour vous amener à les découvrir et si vous étiez intéressé, d'y retourner pour les regarder dans leur ensemble. Nous avions invité Éric Branca, journaliste, auteur de L'Ami américain, Absolument. pour nous parler, alors là, ça a été un succès cette émission, un vrai succès, tout à fait. sur les relations entre les chefs d'État français, en particulier le général de Gaulle, et les présidents américains. Et là, je vous laisse développer parce que c'est une histoire fantastique. Oui, Éric Branca a fait un travail formidable pour aller rechercher tous les documents sur les relations franco-américaines à travers les relations entre les présidents américains et français depuis la guerre, et en particulier sur la période de De Gaulle et de ses successeurs. Ce qui est fascinant, en définitive, c'est que, une fois de plus, on a la démonstration qu'être allié ne veut pas dire ami. C'est le moins qu'on puisse dire. Le livre d'Éric Branca est lumineux de ce côté-là parce qu'on voit qu'en permanence, les relations franco-américaines ont été conflictuelles, alors que d'un autre côté, tout le monde s'accorde à dire que la France a joué un rôle essentiel dans l'indépendance américaine. N'oublions pas Chattanooga, Chesapeake Bay, l'amiral de Grasse, Lafayette, enfin bref, on a été vraiment les artisans, les grands, on les a aidés considérablement pour pouvoir gagner cette guerre d'indépendance par rapport à l'Angleterre. Malgré ça, on voit bien qu'il y a toujours eu des relations difficiles parce que les Américains, très vite, quand ils ont commencé à avoir, je dirais, une volonté hégémonique, ce que Hubert Védrine appelait l'hyperpuissance américaine, ce qui mettait en rage Madeleine Albright, à l'époque, qui est patronne du département d'État américain. Oui, cette hyperpuissance a pris l'habitude qu'on le soit aux ordres. Avec les Anglais, il n'y avait pas de problème. Avec les Allemands, il n'y avait pas de problème. Mais alors les Français, c'était vraiment difficile. Et on le voit avec De Gaulle. Alors De Gaulle, c'est flagrant, parce que dès Roosevelt, pendant après l'accord de Yalta, Branca le raconte très bien, ils avaient décidé de transformer la France en un protectorat américain. C'est ça qui était prévu. Et là, on s'aperçoit, on découvre maintenant, parce qu'évidemment, ça n'a pas été raconté à l'époque, on découvre maintenant qu'en réalité, De Gaulle et son équipe, ça a été une course contre la montre pour mettre en place des structures administratives gaullistes, et d'ailleurs FTP aussi, parce que les communistes étaient aussi dans le jeu. Ça les intéressait parce qu'ils ne voulaient pas que les Américains deviennent trop puissants en France. Et donc, les deux ont fait la course pour empêcher les Américains d'installer leur système de gestion administrative de la France. Et ça, c'est passionnant. Alors là, Éric l'a très bien expliqué et le montre. Et dans le même temps, vous découvrez que Roosevelt et les Américains ont soutenu Pétain, tout en étant, bien sûr, avec les Anglais et tout, mais ils soutenaient Pétain. Après, comme ils n'aimaient pas De Gaulle, ils ont soutenu le général Giraud, qui était installé en Afrique. Après s'être évadé très courageusement d'Allemagne, était installé en Afrique du Nord. Ils ont soutenu Darlan, l'amiral Darlan, adjoint du général Pétain, qui était parti s'installer en Afrique du Nord et qui se voyait bien le prochain chef d'État après le renversement des pétinistes. Bon, donc ils ont soutenu tout le monde sauf De Gaulle, jusqu'à la fin où ils ont été coincés parce que De Gaulle les a coincés au moment après le débarquement par la vitesse avec laquelle l'organisation gaulliste a pris le contrôle de la France. Ça, Alors après, on voit cette bataille incroyable, on voit aussi avec l'OTAN. Parce que l'OTAN, De Gaulle ne supportait pas que l'OTAN puisse prendre la décision, quelque décision que ce soit au niveau militaire, en dehors de l'avis des pays concernés. De Gaulle disait, nous avons notre souveraineté, c'est nous qui devons décider, c'est pas l'OTAN, dont le chef est un général américain par statut. Statutairement, c'est un Américain qui commande. Donc là encore, opposition, et on passe sur tous les détails qui sont terminés à la fin par la décision de De Gaulle de rompre avec l'OTAN. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque,
L'OTAN a dû quitter la France, s'est installé en Belgique, parce que, justement, De Gaulle a refusé, a dit « ça suffit, je vous mets dehors ». À l'époque, il fallait des chefs d'État qui avaient du courage, hein, quand même. Quand on voit les pressions qui peuvent être exercées, ça laisse rêveur. Hein. Et donc, l'OTAN est partie. Après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que les chefs d'État américains ont eu avec les dirigeants français des relations, en général, pas très bonnes. Sauf un, c'est Nixon. Alors, paradoxalement, Nixon est très souvent décrié, hein, aux États-Unis et ailleurs, mais Nixon avait, alors là on revient à De Gaulle, Nixon avait une franche admiration pour De Gaulle, et on s'aperçoit dans ce livre, ce qui est extraordinaire, c'est que Nixon venait de temps en temps demander l'avis de Gaulle et que c'est De Gaulle qui l'a influencé pour les rapprochements à l'époque de Kissinger, hein, les rapprochements avec la Chine et les rapprochements avec la Russie. Donc là on voit deux chefs d'État. Alors Nixon est très discuté, mais je pense personnellement que Nixon, au-delà de ce qui s'est passé à la fin, on rendra justice à Nixon que ça a été un grand président des États-Unis. Parce que d'ailleurs, aux États-Unis, on commence à le dire, mais nous, ici, on n'est pas encore arrivé là. Il faut aller aux États-Unis pour l'entendre dire. Nous, les Français, on est encore à l'époque précédente. À part Nixon, le moins qu'on puisse dire, c'est que les autres, il n'y a pas grand-chose. Éric Branca nous montre, en définitive, que nous avons eu toujours avec les Américains des relations difficiles, alliés certes, qui ne constatent pas dessus officiellement, mais pas amis du tout, et les coups de poignard dans le dos, il y en a partout. Hein, il ne faut pas oublier, par exemple, que pendant la guerre d'Algérie, maintenant ça fait bien, c'est très longtemps, mais dans les années 54 à 62, hein, il faut se souvenir quand même que les Américains ont soutenu le FLN contre les Français. Là aussi, on a des confirmations dans ce livre. Hein. Donc à chaque fois, on voit que les Américains n'ont pas joué avec nous un franc jeu. Ils ont joué ils ont joué un jeu qui est leur jeu. Et là, c'est là où il faut aussi faire la part des choses, parce que, alors je ne voudrais pas qu'on croie que je fais de l'anti-américanisme primaire. D'abord, d'une part, moi je vais vous dire, moi j'ai fait des études aux États-Unis. J'aime bien les États-Unis et j'ai toujours dit que si j'étais américain, hein, je serais 100% pour la politique américaine qui a été suivie ces dernières années. Pour moi, je n'aurais pas une hésitation. Mais je ne suis pas américain, je suis français. Donc moi, je défends les intérêts de mon pays et je considère que mon pays est prioritaire. C'est comme ça, hein, chacun est comme il est. Alors, dans ce qui concerne donc les États-Unis, ce que je disais, ce qu'on voit, c'est qu'ils défendent toujours leurs intérêts et on ne peut pas leur reprocher. Le problème, c'est que dans nombre de cas, leurs intérêts n'étant pas les mêmes que les nôtres, eh bien, on prend des coups sur la tête. Et ça, c'est un vrai problème. J'ajouterais, il y a une partie très intéressante, c'est la création du marché commun qui allait devenir l'Union européenne, et le rôle, je dirais, trouble de Jean Monnet, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il avait un tropisme américain. Je n'irai pas plus loin, parce que je ne veux pas diffamer qui que ce soit, mais on s'aperçoit qu'il avait un tropisme américain très marqué. Et ça aussi, ça pose problème, parce qu'on s'aperçoit que dans la création du marché commun qui allait devenir l'Union européenne, eh bien, il y a les Américains manœuvraient à l'intérieur du système pour préserver leurs intérêts par rapport à ce qu'on ne peut pas leur reprocher sur le fond, mais qui, par contre, pose problème au niveau d'un pays comme le nôtre. Donc, vraiment, cette émission mérite d'être regardée pour comprendre les relations que nous avons avec les États-Unis, faire la part des choses en comprenant qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous, donc il est normal qu'ils défendent leur point de vue, mais par contre, pour faire comprendre que nous ne devons pas avoir la naïveté de nous imaginer hein, qu'ils sont tout beaux, tout gentils. Non. Chaque pays défend ses intérêts, et le livre d'Éric Branca est merveilleux de ce côté-là, parce qu'il nous montre que quand il y a convergence, eh ben, on travaille ensemble, et quand il y a divergence, eh ben, c'est du chacun pour soi. Merci Alain. Et je vous laisse découvrir les extraits que nous avons sélectionnés de cette émission pour vous aider à aller plus loin dans cette analyse très importante dans les relations entre les États-Unis et la France. Alors Eric, on disait
De Gaulle et les États-Unis. Et ça commence en définitive dès le début. De Gaulle est à Londres, hein. Churchill l'aide, il faut bien le dire, en lui permettant de parler à la radio, parce que sans l'autorisation de Churchill, il n'y aurait pas eu d'appel du 18 juin, il ne faut pas l'oublier. Hein. On l'oublie trop souvent, cette histoire-là, mais c'est une réalité. Mais pendant ce temps-là, pendant que l'Angleterre veut se battre contre les nazis, que De Gaulle dit que c'est aussi sa guerre, qu'est-ce qui se passe avec les Américains ? C'est très simple. Les Américains choisissent un maréchal Pétain, le régime de Vichy, et ce, peu ou prou, jusqu'en 1942. Alors, pas du tout parce qu'ils sont fascinés par l'idéologie de la Révolution nationale, évidemment, mais parce que c'est pour eux une occasion extraordinaire de se débarrasser définitivement de ce que pouvait représenter la puissance française avant-guerre. Puissance française, deuxième puissance coloniale, deuxième domaine colonial après les Britanniques. Et donc, la disparition de cette puissance géopolitique de la surface du globe, c'est pour eux une occasion formidable. Et vous vous souvenez du mot de Maurras, le maréchal Pétain, c'est une divine surprise. Et bien, le maréchal Pétain a également été une divine surprise pour Roosevelt, qui jusqu'au débarquement en Afrique du Nord, a poussé Pétain à rejoindre l'Afrique du Nord et a soutenu peu ou prou le régime de Vichy, notamment par des accords commerciaux. Il faut se souvenir que le vieux bélier américain pour pénétrer les marchés, c'est l'ouverture des frontières. Et ils se sont dit que l'Empire français était à prendre commercialement. Et c'est le but d'ailleurs des accords d'Arlan-Giraud de 1942. Le fameux projet d'Amgot, c'est-à-dire d'occupation militaire de la France et qui aurait mis la France dans un statut absolument équivalent à celui de l'Allemagne ou de l'Italie. Et je rappelle dans mon livre que, en plus de ce projet, Roosevelt en avait un autre qui lui avait été plus ou moins soufflé par Jean Monnet et par Alexis Léger, l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay qui haïssait De Gaulle, qui était l'idée d'une partition de la France. Je rappelle qu'Hitler, dans ses projets, jusqu'en 1942, avait l'idée de diviser la France en 5. Roosevelt était en 3. C'est-à-dire qu'il aurait détaché de la France toute une partie Est pour créer une espèce d'entité belgo-luxembourgeoise, flamande, et il aurait donné la rive gauche du Rhône aux Italiens pour les remercier d'avoir changé de camp. Donc il y avait non seulement une occupation militaire du territoire, mais il y avait un projet de partition du territoire. Donc on ne peut pas dire que les rapports entre De Gaulle et l'Amérique partaient sur un bon pied. Alors ce que les gens ne savent pas, mais là dans votre livre vous le racontez très bien, c'est que justement, De Gaulle, qui était informé de cette affaire de l'Amgot, dès que la France a été partiellement libérée, c'est-à-dire dès qu'on a libéré Paris, et c'est les Français, hein, c'est la deuxième DB qui a été envoyée pour ça, parce que les Américains ne voulaient pas libérer Paris, il ne faut pas l'oublier non plus, hein, ils voulaient contourner Paris, ils ne voulaient pas libérer Paris, et quand il y a eu donc la libération de Paris et puis la libération d'une bonne partie, à ce moment-là, c'est Michel Debré, un des hommes liges, un des adjoints du général de Gaulle, qui tout de suite a mis en place des préfets, des préfets de la République, en l'époque des commissaires de la République, hein, de manière à empêcher que les Américains puissent nommer des responsables de ce fameux Amgot qui allait transformer la France en un pays éclaté et vassalisé. Avec une monnaie de singe, qui était le billet drapeau, qui avait un taux de change inférieur à celui qu'avait le mark pendant la période de l'occupation. C'est complètement fou. Et il y a vraiment eu 10 jours là, entre le 6 juin et le 15-16 juin 1944, où tout a failli basculer. C'est-à-dire qu'il y a eu une course de vitesse entre les Américains qui voulaient imposer leur administration tout de suite dans les meubles de Vichy, et puis les commissaires de la République qui sortaient du maquis, de la clandestinité, et qui ont pris leur place. Et ça s'est passé à Bayeux, ça, et ensuite, après, évidemment, le pli a été pris. Mais pour ceux qui pourraient douter de ce qu'on raconte, on a encore les monnaies de l'époque qui avaient été imprimées par les Américains qui devaient remplacer le franc. Hein. Ça existait, on les a encore. Donc si vous voulez, il n'y a pas le moindre doute sur cette histoire qu'évidemment personne ne raconte parce que c'est un peu gênant. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est dans les mémoires de tous les témoins de l'époque, et notamment celle de Michel Debré, où il raconte cette course de vitesse. On voit aussi combien les Américains ont voulu ensuite, par d'autres voies, imposer leur vision de l'Europe par rapport à
un de Gaulle qui, lui, avait une vision bien claire de la France, mais également avec d'autres qui étaient autour. Parce que quand de Gaulle s'est rapproché d'Adenauer, c'était bel et bien pour former un ensemble qui était capable de tenir tête à l'Amérique. Absolument. Et les problèmes de défense sont d'ailleurs absolument fondamentaux, là. L'idée américaine dans les années 50, en même temps que la construction supranationale de l'Europe, la CK, etc., tout ce processus qui est lancé par Jean Monnet et Robert Schuman, le prolongement militaire, c'est la CED. Oui. La CED, elle échoue de justesse en août 1954 grâce à une coalition complètement hétéroclite qui va de l'extrême droite aux communistes, mais évidemment, le centre, c'est les gaullistes. Vous avez le général Weygand qui est avec d'anciens résistants, vous avez des communistes, enfin bon, c'est une coalition comme seule la France peut en produire. Sans vouloir faire de comparaison, on est un peu dans des coalitions de ce genre aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de coalition, mais c'est la pagaille. Exactement, exactement. C'est clair. Et donc, quand la CED est repoussée, la CED, elle allait très loin, puisqu'il n'y avait plus d'hymne, plus de drapeau, et le commandement de l'armée française était transféré à Washington. C'était l'OTAN. Voilà. Bon. Donc en fait, on y arrive un peu par d'autres voies aujourd'hui. Et quand De Gaulle arrive au pouvoir, son idée, contrairement à tout ce qu'on entend, est de relancer l'idée européenne, mais de la relancer sur des bases européennes et nationales. Et donc, c'est le fameux traité de l'Élysée, vous savez que le premier acte, les deux premiers actes géopolitiques de Gaulle, à peine arrivé au pouvoir, il est président du Conseil encore, il n'est pas encore président de la Ve République, il est le dernier président du Conseil de la 4e, c'est le mémorandum Eisenhower, avec lequel il a de bons rapports. Il a eu une phrase très intéressante on parlera du deep state américain, tout à fait. Fameux État profond qu'on a en face actuellement. Eisenhower, vous parliez de la libération de Paris tout à l'heure, a joué la carte de Gaulle contre Roosevelt. Il était tout à fait pour libérer Paris au mois d'août 1944, alors que Roosevelt, ça l'aurait beaucoup arrangé, même que les communistes prennent le pouvoir à Paris, parce qu'il aurait pu dire, voyez, De Gaulle, c'est les communistes derrière. Bref. Et donc, dès que De Gaulle revient au pouvoir en septembre 1958, il reçoit Adenauer et il envoie une lettre à Eisenhower pour lui dire qu'il faut réformer l'OTAN, que ça ne peut plus marcher comme ça. Et que si on ne le réformait pas, eh bien, on quittera le commandement intégré. Il ne l'a pas pris en traître. Mémorandum du 16 septembre 1958. Mais aux États-Unis, si on prend la suite de toute l'histoire, on voit bien que le président suit en général ce qu'on appelle, nous, les recommandations de l'État profond. L'État profond, absolument. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus? Parce que vous l'avez bien étudié. Et puis tout à l'heure, on parlait d'Eisenhower, et Eisenhower, on a aussi beaucoup parlé. Président des États-Unis. Eisenhower qui a été, je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, qui a été le chef de toutes les opérations militaires des Alliés en France, hein, quand ils ont débarqué en France et ensuite, mais qui, après, a été président des États-Unis. Il ne faut pas l'oublier. Et qui avait gardé, un bon président, d'ailleurs, avec De Gaulle, des rapports assez cordiaux. De Gaulle n'avait pas oublié ce qu'Eisenhower avait fait pour lui, parce qu'il ne faut pas caricaturer les choses. Et vous avez raison de parler d'Eisenhower, car vraiment, il y a un fait très oublié, très peu cité, et qui, à mon avis, prend toute son importance aujourd'hui, c'est le discours que Eisenhower a fait à la télévision, son discours de fin de mandat, que j'ai amené ici parce que je pourrais le citer de mémoire, mais je préfère vous en lire la traduction, car vous allez voir qu'à chaque ligne nous ramène à des choses extrêmement actuelles. Donc le 17 janvier 1961, il va laisser la place au président Kennedy. Lui était républicain, Kennedy est démocrate. Ils sont en désaccord sur beaucoup de sujets. Mais il y a une chose sur laquelle ils vont être de plus en plus d'accord, c'est la puissance du lobby militaro-industriel. Et voici ce que dit Eisenhower, militaire, président des États-Unis, pas un complotiste, hein. Bon, voilà ce qu'il dit devant à peu près 200 millions de téléspectateurs américains. La présence simultanée d'un énorme secteur militaire et d'une vaste industrie de l'armement est un fait nouveau dans notre histoire. Nous devons comprendre ce qu'elle implique, car ses conséquences sont extrêmement graves. Notre travail, nos ressources, nos moyens d'existence sont en jeu et jusqu'à la structure même de notre société. Nous devons veiller à empêcher le complexe militaro-industriel d'acquérir une influence injustifiée dans les structures gouvernementales.
Nous nous trouvons devant un risque mortel pour l'avenir, qu'une concentration désastreuse de pouvoir en des mains dangereuses aille en s'affermissant. Nous devons veiller à ne jamais laisser le poids de cette association de pouvoir mettre en danger nos libertés ou nos procédures démocratiques. Seul un peuple informé et vigilant réussira à obtenir que l'immense machine industrielle et militaire qu'est notre secteur de la défense s'ajuste à nos objectifs pacifiques. Qu'est-ce qu'il y a à dire 60 ans après? Tout est dit. Peu de choses. Tout est dit. Et je rappelle que c'était Eisenhower. Alors derrière, il y a un personnage que j'ai découvert dans votre livre. Enfin, j'avais lu ses mémoires, donc je le connaissais, mais j'ai découvert par contre ses relations avec le général de Gaulle. C'est le président Nixon. Absolument. Qui, lui, entre parenthèses, tenait tête à l'État profond, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a sauté. D'ailleurs, ça, c'est un problème. Et on peut aussi peut-être le dire de Kennedy, car je raconte dans mon livre une chose peu connue, c'est que si les relations n'ont pas été faciles entre De Gaulle et Kennedy, il y avait d'abord un grand respect, et à la fin, ça aurait pu s'arranger. Mais ça, on reparlera peut-être de Kennedy, mais... Oui, mais on peut parler de Kennedy maintenant, puis de Nixon après. De manière, ce sont deux personnages qu'on ne peut pas éviter lorsqu'on parle de Gaulle et des États-Unis. Surtout quand on sait que De Gaulle a été extrêmement meurtri, choqué de l'assassinat de Kennedy. Il a dit, d'ailleurs, il est allé très loin, puisqu'il a accusé... Il n'a pas parlé de l'État profond, mais il dit à Alain Perfit, qui prenait en note absolument toutes ces confidences, car il était son porte-parole. Et De Gaulle avait, d'ailleurs, c'est passionnant cette façon de gouverner, il disait « il faut que j'en dise le maximum à Perfit pour qu'il en dise le minimum, mais que ce minimum soit dans la vérité ». Et donc, Perfit, dès qu'il sortait du bureau du général, notait religieusement tout, et puis ensuite il en faisait sa tambouille personnelle. Mais d'où la valeur exceptionnelle de sa trilogie, c'était De Gaulle, parce que ce sont vraiment, moi j'ai vu les notes qu'il prenait, mais ils avaient montré, c'est tout à fait extraordinaire, c'est presque de la sténographie. Bon. Et De Gaulle est extrêmement choqué de l'assassinat de Kennedy, et il dit son histoire, ça aurait pu être la mienne. Car à l'époque, De Gaulle est confronté à l'OS, avec d'ailleurs, au sein de l'OS, des liaisons plus que suspectes avec la CIA, dont on s'est aperçu. Je donne dans mon livre pas mal de preuves. Bon, bref. Et donc, il avait été extrêmement choqué de la manière dont Kennedy avait été éliminé. Il pensait que c'était non pas la CIA, mais une partie peut-être de la CIA. Enfin, les dernières études qui ont été faites récemment, il y a eu un livre, il y a un manuscrit qui a circulé, parce que là on est dans des domaines où tout le monde hésite à parler trop, mais qui confirme sans aucun doute que c'est un complot dans lequel de très hautes personnalités américaines, dont le vice-président des États-Unis, étaient au courant. Absolument. Donc c'est quand même, là on est vraiment, c'est bel et bien l'État profond qui est concerné. On peut dire ce qu'on veut des Américains. Ah oui, c'est clair. Et de leur politique, mais quand ils déclassifient des choses, ils les déclassifient. Ont-ils eu conscience de ce qu'ils ont déclassifié? Vous pouvez trouver sur le site de la bibliothèque présidentielle américaine de Johnson des choses tout à fait incroyables, et notamment un coup de fil entre Johnson et Hoover, le grand patron de l'FBI, qui fait son job parfaitement bien et qui explique à Johnson, quelques heures après l'assassinat de Kennedy, que certes, on a mis la main sur le principal tireur, mais il y en a certainement un autre. On entend très distinctement Johnson dire, écoutez, là je suis très occupé par l'organisation des obsèques, vous me reparlerez de ça plus tard. Et Hoover fait vraiment son job, il revient 2 fois à la charge et il ne peut pas aller au bout de sa procédure. C'est stupéfiant. Parce que maintenant, on sait que Johnson était parfaitement au courant. C'est stupéfiant. Et alors, donc, on en revient au lobby militaro-industriel et au Deep State. Si vraiment quelqu'un en est la marionnette, c'est bien Johnson. C'est clair. C'est bien Johnson, qui lance l'affaire du Vietnam avec vraiment l'aval de la CIA, qui... poussé par eux, qui déclare une guerre économique à la France sans précédent, notamment la guerre, l'embargo des composants informatiques qui nous permettent d'avoir la bombe thermonucléaire. Et là, je fais une petite incidente avant de parler de Nixon. Au début du mandat Kennedy est assez peu favorable, comme tous les présidents américains, à ce que la France ait la bombe en dehors de l'OTAN. Il est tout à fait prêt à ce qu'on l'ait. Ils sont même prêts à nous donner gratuitement la technologie thermonucléaire, mais il faut rester dans l'OTAN.
Mais oui. Et De Gaulle lui dit, mais non, si ça continue comme ça, on quitte l'OTAN. D'ailleurs, on commence déjà à quitter à ce moment-là les forces militaires interalliées, le commandement de Méditerranée, etc. De Gaulle fait exactement ce qu'il a annoncé. Bon. Et puis, les choses changent en 1962. Et Kennedy évolue considérablement. Qu'est-ce qui le fait changer? Il est pratiquement ouvert à nous laisser accéder à la technologie thermonucléaire et à ce que nous quittions l'OTAN, le commandement intégré. Pourquoi? Parce qu'il s'est aperçu qu'à deux occasions importantes, le mur de Berlin et l'affaire des missiles, eh bien, il avait trouvé un allié en Europe et un seul qui était après allé au bout, et c'était la France. Tout à fait. Et on ne le dit jamais assez. Et il envoie un émissaire en France, qui est Dean Rusk, secrétaire d'État, porter un message à De Gaulle pour lui dire que l'Amérique, Washington est en train de lever ses dernières réticences. Là-dessus, Kennedy est assassiné et ce message est oublié. Et en fait, De Gaulle apprécie Nixon depuis qu'il est le vice-président d'Eisenhower. Il l'a rencontré aux États-Unis, il l'a rencontré à Paris quand Eisenhower est venu. Et tout le monde a expliqué qu'après l'échec de Nixon face à Kennedy, Nixon était fini. Oui, Notre ambassadeur aux États-Unis, Hervé Alphand, lui avait expliqué c'est un loser. Ne perdez pas votre temps, mon général, à le recevoir. Et De Gaulle lui avait dit c'est pour ça que je le recevrai. Parce que je crois que ce type-là sort du lot. Il a une vraie culture européenne, il a une vraie culture tout court. Nixon, il avait un peu une tête de brute. Il fallait qu'il se rase 3 fois par jour pour pas avoir l'air patibulaire, ce qui à l'époque ne se faisait pas. Mais c'était un type profondément cultivé. Il n'avait rien à voir avec son successeur. Évidemment, ça avait plu à De Gaulle. Et il connaissait l'Europe. Et il avait très vite compris que la France pouvait être un allié fort et indépendant. Et De Gaulle a reçu Nixon 2 fois pendant sa traversée du désert, dans les années 60, y compris une fois à l'Élysée en famille, ce qui, là encore, n'existait pas, ne se faisait pas, pour bien montrer qu'il le respectait. Et donc Nixon prend des habitudes tout à fait intéressantes avec De Gaulle, il le consulte. Et il parle de la Chine. De Gaulle lui dit il faut sortir de l'isolement, il faut sortir la Chine de l'isolement, il faut parler avec les Russes autrement qu'en se menaçant. Avec les missiles, etc. Et Dieu sait si là encore De Gaulle n'avait pas de leçon à recevoir de ce point de vue-là. Quand il parle de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, ça ne fait pas spécifiquement plaisir aux Soviétiques. Quand il parle de la Russie et pas de l'Union soviétique, ça ne fait pas du tout plaisir à Brejnev. Quand il va à Varsovie, on imagine. Bon, donc De Gaulle n'avait aucune leçon à recevoir de ce point de vue-là, mais il savait que la France avait un devoir, c'était de défendre la paix partout où elle le pouvait. Et défendre la paix, c'était être non aligné, tout en gardant ses alliances et en le prouvant dans les cas dramatiques. Comme... Excusez-moi, je vous interromps une seconde, parce que là, vous venez de dire une chose qui me paraît très importante. Pour avoir la paix, De Gaulle considérait qu'il ne fallait pas être aligné. Non, jamais. Et donc, là, une fois de plus, regardons ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Je crois que le rêve de De Gaulle aurait été de prendre la tête des non-alignés, d'où sa politique dans le tiers-monde d'ailleurs. Mais en même temps, il y avait la menace soviétique qui était réelle, et donc on était aux côtés des Américains. Entendu, quand là, autre parallèle, quand les Soviétiques se mettent en tête d'installer à Cuba des rampes qui peuvent menacer Miami. Même chose à Berlin. Quand le mur de Berlin est monté au mois d'août 1962, pour des raisons dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais il se trouve qu'on a beaucoup plus de chars AMX que d'habitude à Berlin, et que les Russes en ont extrêmement peu dans leur secteur, pour des raisons que j'ignore. Et à ce moment-là, les Russes ne se mettent pas à monter un mur comme on pense. Ils ont mis 3 ans, 4 ans à le monter. Ils mettent des barbelés. Et De Gaulle essaie de joindre Kennedy, essaie de joindre Macmillan, le Premier ministre britannique, et lui dit nous sommes tout à fait en capacité d'écraser ces barbelés. Et je pense qu'il faut le faire. Parce que le rapport de force sera institué et ils ne continueront pas. Si nous laissons monter un mur, ça sera différent. Et Kennedy est injoignable et Macmillan chasse la grouse en Écosse. Oui, et 4 jours après, c'est trop tard. C'est trop tard, oui. Et donc De Gaulle était prêt à aller encore plus loin.
Voilà donc la fin de cette émission un peu particulière. Nous ferons d'autres émissions en ce sens. Merci de nous soutenir sur Tipeee pour garder cette indépendance de ligne éditoriale. Et merci Alain. Merci. À bientôt. Merci Claude et à très bientôt, bien Très sûr. bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet, et nous vous en remercions. Et vous pouvez nous suivre à loisir, où que vous vous trouviez, sur l'ensemble des réseaux sociaux que nous vous proposons, et en particulier via les podcasts, pour une écoute en toute liberté, où que vous vous trouviez.